Écoutez, nous avons quelques minutes pour une discussion, si vous le souhaitez. Oui, Jean-Pierre ? Oui, bravo déjà pour toutes ces conférences de grande qualité. J'aimerais savoir si on peut essayer de retenir ce qu'il y a de plus important de cette mission. Quelles sont les principales découvertes? Qu'est-ce qu'on va marquer dans 10 ans dans les livres de physique à propos de la mission Rosetta, qui aura duré 2 décennies pour les gens qui ont travaillé dessus? Quels sont les points principaux? Merci. Je crois que ce problème de forme et de multicouches qui se sont formées, et ce que montrait Francis, ces explosions qui se produisent, un petit peu comme on a en Sibérie, avec des éjections de matière, est quand même une révolution sur la directivité des jets et la façon dont on a cette structure moléculaire. Oui, je dirais qu'avant Rosetta, beaucoup de choses n'étaient pas comprises, les jets, les sursauts, on en a très peu parlé des sursauts, mais les sursauts étaient complètement inconnus. Or maintenant, on sait que les sursauts, pas exclusivement mais principalement, sont liés à des effondrements de terrasses. C'est-à-dire que quand vous avez une terrasse, ça attaque des deux côtés. Et comme vous avez une couche superficielle qui est isolante, ça attaque surtout sur la partie verticale, et donc ça la fragilise et avant ça s'effondre. Et à ce moment-là, ça libère des blocs de glace et ça fait une éruption très violente. Ce n'est pas le seul mécanisme, mais celui-là est sûrement très important. Avant, on n'avait aucune idée. Il y a des soubresauts très très loin. La comète de Halley, je crois, en repartant, a eu des sursauts d'activité très lointains. Moi, le fonctionnement d'une comète, ça pas, tu en as parlé, Sonia, je crois, c'est très important. Maintenant, on comprend le cycle diurne de comment fonctionne une comète. On comprend la corrélation entre les jets et la surface. Il y a toute une idée sur la composition de la comète. En gros, Vlodek nous a dit 50-50 entre minéraux et organiques. Si on rajoute les glaces, on ne sait pas beaucoup plus, mais proche de un tiers. Donc, les comètes c'est bien confirmé, les matériaux les plus primitifs, parce que les plus volatiles, les plus riches en carbone. Donc ça, c'est déjà les plus riches en glace, les plus riches en carbone qui soient. Et la dynamique est également bien bouleversée. La dynamique de la formation de ces corps, qui est beaucoup moins violente que ce qu'on pensait, c'est un résultat fondamental de Rosetta, plus des aspects thermiques avec O2, N2 sur CO, qui sont aussi des contraintes fortes sur les conditions thermiques pendant la formation de ces objets. Oui, nous avons, avec Miro, pu mesurer des températures de 300 Kelvin dans la partie éclairée et de 30 Kelvin la nuit pour la même région de la surface cométaire. Et du coup, vous imaginez que le comportement de la sublimation de la glace, que ce soit de la glace amorphe ou de la glace cristalline, n'est évidemment pas le même avec ces différences de température. Nous avons des cartes de CO2, des cartes de H2O qui montrent une grande différence entre la partie éclairée et la partie à l'ombre de la comète. Alors, je voudrais ajouter un dernier point qui me tient à cœur, mais qui tient surtout à cœur à Jacques Lascar. En utilisant les données de Cassini, Jacques Lascar et son équipe ont pu montrer qu'on pouvait déterminer avec beaucoup plus de précision la position du ciel, dans la région du ciel dans laquelle se devait se trouver la comète 9. La planète 9, pardon, excusez-moi, la planète 9. Et la sonde Cassini plonge dans Saturne le 15 septembre prochain, et l'équipe de Jacques Lascar essaye d'utiliser les données d'orbitographie de Rosetta pour pouvoir étendre ce résultat, essayer de limiter encore la région du ciel dans laquelle il faut pointer nos télescopes pour détecter cette nouvelle planète du système solaire. Donc je crois que, comme le disait Nicolas, il y a encore eu 10 ans de travail avec toutes les données que nous avons pu accumuler. Et vraiment, je tiens à renouveler le remerciement que nous avons à ces équipes techniques du CNES, des laboratoires, de l'ESA, pour ce soutien pendant plus de 20 ans à une mission absolument fantastique. Je ne suis pas planétologue, vous savez, je suis spectroscopiste, et j'ai pu, en participant à l'instrument Miro, découvrir une physique dans une communauté tout à fait exceptionnelle.
Merci encore. Vincent ? J'ai une question de béotien mécanicien. J'ai trouvé que la rotation de cet objet étrange était remarquablement régulière. Est-ce qu'on ne serait pas attendu à ce que ça soit un peu plus chaotique, la rotation de l'objet autour de lui-même sur son orbite? J'ai l'impression qu'il y a une stabilité remarquable, alors qu'il y a des jets, il doit y avoir des effets dynamiques, il y a des effets non linéaires. L'ellipsoïde approchant l'objet est loin de la forme de l'objet. C'est vrai qu'il y a des phénomènes non linéaires, et donc l'orbitographie n'est pas simple pour le noyau de la... Et donc on ne s'attendait pas à ce qu'il tourne n'importe comment. Il y a quand même des variations qui sont détectées de cette période de rotation, non seulement liées à la sublimation, mais quand Francis décrit des effondrements de falaises, on a des micro-variations de rotation de cette période, hein. Donc on a besoin de géophysiciens pour regarder ce problème. Oui, mais excusez-moi, on a fait en sorte de choisir une comète qui avait un axe de rotation relativement stable. On a évité les comètes qui tournent avec une très forte précision parce que ça nous aurait beaucoup compliqué la vie. Ah oui, c'est étudié pour. C'est pas un hasard si elle tourne à peu près de façon stable. Après, il y a des légères variations qui sont dues à divers phénomènes. Guylain ? Les phénomènes que nous avons vus de disparition de matière dans l'espace sur cette comète, est-ce qu'elles elles se font éventuellement enrichissant la composition de la comète dans l'une ou l'autre de ses compositions? Quand on nous dit qu'il y a un tiers de glace, d'eau, un tiers de matière organique, un tiers de minéraux, est-ce que c'est l'état actuel de modification de la comète qui nous donne ça, et qu'initialement, il y a 1 milliard d'années, où le matériel dont elle venait était complètement différent? Et ma question, je l'étends sur la signature isotopique. On a beaucoup insisté sur le deutérium, qui était une des importances de la mission. Est-ce qu'il peut y avoir dans cette évaporation ou sublimation de la comète une modification du rapport isotopique de l'hydrogène? Excusez-moi, sur les abondances, on a choisi une comète, encore une fois, moyenne. On cherchait un rapport poussière sur glace d'environ 1. Il existe des comètes très poussiéreuses, plutôt anciennes. Les comètes non périodiques, en général, sont extrêmement actives. L-BOP en est un exemple. Et à ce moment-là, le rapport glace sur poussière est très important, en général. Et plus la comète va vieillir, parce que ça on ne l'a pas dit, mais c'est évident, plus la comète va vieillir, moins il y aura de glace à l'intérieur. Et les comètes éteintes, il y a zéro glace. C'est fini. Où il y a zéro glace à la distance où passe la comète, c'est-à-dire que plus rien ne se sublime. Donc, sur une certaine profondeur à déterminer, le rapport, c'est 100% de matière réfractaire. Ça, c'est une certitude. Après, ça dépend de... cette comète ne passe pas très près du Soleil, on passe à 1,23 AU, c'est-à-dire plus loin que la Terre. Donc vous avez des comètes qui frôlent le Soleil, qui chauffent... Alors ça passe vite, c'est vrai. Mais voilà, donc toutes les dynamiques sont différentes d'une comète à l'autre. Jean-Claude Péquer ? Oui, c'était une série d'exposés absolument remarquables. Je tiens à remercier les auteurs. Je voudrais poser une question sur la diversité du monde cométaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets du même genre que Rosetta, mais il me semble a priori qu'une comète dont le passage au périhélie se trouve proche du Soleil, très proche du Soleil ou un peu moins proche du Soleil, doivent se traduire par des différences dans la structure même du sol de la comète, compte tenu des processus évaporatifs qui se passent. Donc il me semble qu'il serait extrêmement intéressant, et c'est une question que je pose, y a-t-il des projets analogues à Rosetta concernant d'autres comètes passant à des distances du Soleil différentes à leur périhélie? Je laisserai Francis répondre en détail. Ce que je peux ressentir, si tu veux, de cette participation à cette expérience absolument extraordinaire, c'est que nous avons vu, tu te rappelles, Shoemaker-Levy 9,
qui s'est fragmenté. Francis nous a montré comment, en passant tout près d'une planète géante, Shoemaker s'est fragmenté simplement par l'importance du champ gravitationnel. Anne-Marie pourrait nous montrer que sur les exoplanètes, eh bien, on va sans doute avoir aussi des comètes qui tombent sur l'étoile responsable de ces groupes d'exoplanètes que l'on observe. On voit, quand on regarde aussi le Soleil, un certain nombre de ces comètes qui tombent sur le Soleil. Alors effectivement, on aimerait bien avoir un peu plus de mesures, mais je laisse Francis répondre. Alors là, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. L'étape suivante, c'est certainement revenir à l'idée d'origine, c'est-à-dire comète Nucleus Sample Return, le retour d'échantillons cométaires. Ça, c'est le Graal en planétologie, que ce soit sur Mars, que ce soit sur une comète, un astéroïde. C'est ce que les géochimistes demandent. C'est là où on aura des mesures de rapport isotopique les plus précis, les plus abondants. Aujourd'hui, dans les missions américaines qui s'appellent les New Frontier et la 4e, Juno étant la 3e, il y a une mission cométaire possible. Mais il y a 5 compétiteurs, donc la compétition est ouverte. On connaîtra 2 des compétiteurs à la fin de l'année. Il y a aussi cette idée de faire un super Philae, qui n'est pas pour, encore une fois, faire un peu mieux que ce que Philae a fait en termes d'in situ. On pourrait faire beaucoup de choses comme on le fait sur Mars, avec du prélèvement, et on aurait beaucoup de résultats. Maintenant, ce que vous dites sur l'intérêt d'avoir des comètes qui passent plus ou moins près ou plus ou moins loin, vous rajoutez un critère supplémentaire. Déjà, on a énormément de critères. Je vous rappelle qu'on ne sait pas faire un rendez-vous avec une comète qui n'est pas dans le plan de l'écliptique. La comète de Halley, c'était 80 km par seconde parce qu'elle était rétrograde. Donc, impossible de faire un rendez-vous avec la comète de Halley, hormis sa période qui est de 75 ans. Donc voilà, on a déjà des tas de contraintes. Le rapport poussière-glace, c'est une contrainte s'il y a trop de poussière, on n'y voit rien. Il y a un problème de smog. Donc on ne veut pas être dans une situation de ne pas voir le noyau, même à 30 km. Voilà, donc après, effectivement, mais faire la statistique, ça mettra peut-être un siècle pour avoir plusieurs missions successives et répondre à votre question. Pour répondre aussi en partie à ta question, pour l'instrument que je connais un peu, Miro, nous sommes souciés de l'importance du dépôt de poussière sur la surface du disque du petit radiotélescope qui est Miro, 30 cm de diamètre. Et on a eu très peur qu'on puisse ne plus avoir de surface réfléchissante parce qu'il y avait trop de poussière qui aurait pu se déposer dessus. Et je rappelle qu'on a failli perdre la mission à plusieurs reprises, au moins 2 fois, parce que les senseurs stellaires qui pointent un champ d'étoiles se sont mis à pointer des poussières. Donc tout d'un coup, la sonde s'est mise à tourner en croyant suivre une étoile. C'était un champ de poussière. Et on est passé dans ce qu'on appelle le safe mode, le mode de secours, qui est un mode qui doit être extrêmement sécurisé. Mais la mission japonaise Hitomi a raté son safe mode et la mission a été perdue. Donc un safe mode, c'est quelque chose qui angoisse énormément les navigateurs interplanétaires parce que si ça ne marche pas, c'est mort. Donc Sébastien Baliba voulait faire une question. Oui, merci. Comme Guylaine Marcilly, j'aurais aimé en savoir davantage sur votre interprétation de la différence de concentration isotopique entre l'eau des comètes et l'eau de la Terre. Parce que dans les médias ordinaires que je lis, on avait l'impression que ça pouvait infirmer l'origine de l'eau sur Terre, qui ne viendrait donc pas, ou pas entièrement, de l'impact de comètes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai mal compris? Comment interprétez-vous cette différence de concentration isotopique? Écoute, ce que j'ai retenu des différentes conférences auxquelles j'ai participé, c'est que toute l'eau sur Terre ne vient pas que de comètes du type de Churyumov-Gerasimenko. On a vu qu'il y a une différence de rapport isotopique importante, mais on a aussi cette différence avec certaines des planètes, des planètes de type Saturne ou Jupiter, dans le rapport des Surache. Donc, les météorites semblent avoir un rapport pour celles qui ont encore un petit peu d'eau plus proche, mais je ne peux pas répondre mieux que cela, Sébastien, à ta question. Nicolas Frey. Oui, et pour les apports, on va dire, d'éléments volatiles sur la Terre primitive, ces apports, ils sont divers. Il y a les apports, on va dire, astéroïdaux, qu'on pourrait comparer en fait aux météorites actuelles, et il y a les apports cométaires. Le rapport des Surache, c'est une
des contraintes à ce problème, mais ce n'est pas la seule contrainte. Il y a aussi tous les gaz rares et les isotopes des gaz rares qu'on ne connaît pas encore complètement aujourd'hui. Les résultats n'ont pas été publiés. Concernant le DSUH de la comète, celui qu'on a mesuré, c'est le DSUH le plus élevé parmi toutes les mesures dans les comètes. Il y a aussi des comètes qui ont un rapport DSUH qui est quasi terrestre. Question pourquoi? Alors, le pourquoi, je ne suis pas capable d'y répondre. Et concernant les apports sur Terre, il y a forcément plusieurs sources. Si toutes les comètes avaient un rapport DSUH aussi élevé que celui qu'on a trouvé dans 67P Churyumov-Gerasimenko, alors les apports cométaires sur la Terre seraient faibles. Mais toutes les comètes n'ont pas un rapport DSUH aussi élevé. Est-ce que ça remonte à l'histoire de la comète qui est différente de celle de la Terre, donc ça s'est évaporé différemment, je ne sais pas, ou est-ce que ça remonte à la formation de ces objets? Écoute, je crois que, en tant que physicien, je répondrais que la température à laquelle la condensation s'est faite influe beaucoup sur le rapport DSUH que l'on a au moment de la formation. Après, dans l'évolution de la comète, il y a une partie, on l'a vu, de molécules qui se recondensent et qui doit certainement contribuer aussi à une modification de ce rapport HDO sur H2O. Bon, nous avons vu dans le milieu interstellaire, dans les régions de formation d'étoiles, que nous avions des grandes variabilités du rapport isotopique. En particulier, vers le nuage moléculaire géant au centre de notre galaxie, on a un rapport DCN sur HCN qui est beaucoup, beaucoup plus important que celui que nous avons dans Orion ou dans d'autres nuages moléculaires comme Ophiuchus. Donc, la diversité est encore très grande. Ça laisse de l'espoir pour nos jeunes pour pouvoir continuer à participer à ces développements. J'ajouterais juste pour terminer sur ce point qu'il faut bien comprendre que dans le DSUH terrestre, c'est la moyenne entre une valeur très basse qui vient de la nébuleuse primitive, de la valeur du Soleil et de Saturne et Jupiter, Thérèse Encrenaz le dirait mieux que moi, et de valeurs très hautes issues peut-être des comètes, les météorites étant à peu près au milieu. Donc, est-ce que la Terre a totalement dégazé son eau? Peut-être que Vincent Courtillot pourra nous le dire, mais il y a certaines personnes qui disent il y a peut-être en plus un petit apport d'un dégazage pas complètement perdu par la Terre. Donc ça devient assez compliqué finalement. Oui. On a besoin de géophysiciens avec nous. Géochimistes.